Je me souviens d'une scène vraiment bizarre avec un ami de la famille, un peintre. J'avais pas 10 ans. On était allés à Boulogne-sur-Mer. Nous avions déjà peint, ma sœur et moi, un joli tableau qu'il avait fait dans les Alpes au cours d'une visite chez nous. Il voulait faire encore une fois mon portrait. Je me souviens d'être seule avec lui dans son atelier. Je porte une petite robe bleue en coton. Je suis assise. Il me fait mettre debout. Il retourne à la toile. Il esquisse des croquis et il va fermer la porte de l'atelier. Il me dit d'enlever ma culotte. Je me souviens parfaitement de ça, parce que ça a vraiment eu lieu. Je me souviens de devenir dure comme une pierre et de me dire « c'est pas vrai, ça recommence ». Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je crois pas qu'il m'ait touchée. Il a simplement continué à me faire le portrait, sans la culotte. À l'adolescence, j'ai porté un corset avec une minerve disgracieuse en métal que je dissimulais vaguement sous des bandanas. J'ai eu de l'acné. Je me faisais d'horribles coiffures avec du gel. Je mettais des jeans troués, des t-shirts troués, des boucles d'oreilles en plastique. Et pourtant, je plaisais aux hommes. Est-ce qu'ils sentaient que c'était possible parce que ça se lisait sur mon visage que je le faisais avec un autre adulte de leur âge? Je cherchais à comprendre quelque chose. Ce qui devait être une évidence pour eux, pour tout le monde, c'était ma grande vulnérabilité. Cet extrait de Triste Tigre représente assez bien la carapace que se créent les victimes d'inceste pour éloigner l'agresseur, les agresseurs. Et pourtant, il subsiste cette brèche intérieure qui les rend si fragiles, si vulnérables, qui les tue de l'intérieur. L'inceste est un meurtre sans cadavre. Aujourd'hui, je reçois Aude Doumange, chargée de plaidoyer au sein de l'association Face à l'inceste, qui agit auprès des institutions pour faire progresser les textes de loi visant à prévenir l'inceste et en protéger les victimes. Nous analysons ensemble l'impact de ce traumatisme sur les enfants victimes. Nous questionnons les chiffres de représentation en justice de ces affaires. Et enfin, nous donnons quelques clés aux professionnels pour aider à l'identification de ces 3 enfants par classe, pour que leur voix soit entendue, crue et que la réparation puisse commencer à se faire. Je suis Myriam Bénis, coach et hypnothérapeute, et je vous souhaite la bienvenue dans Rôle Modèle, le podcast et la communauté des parents protecteurs. Bonjour Aude. Bonjour. Commencer directement par une statistique qui est celle qu'un Français sur 10 déclare avoir connu une situation d'inceste. Est-ce que vous pourriez commencer par définir ce qu'est une situation d'inceste? Alors oui, effectivement, le chiffre d'un Français sur 10 sort de notre sondage Ipsos de 2023, qui pose aussi la réalité de 3 enfants par classe, soit 7,4 millions de Français. Être victime d'inceste, c'est le crime sexuel qu'on lui connaît, qui peut donc être à la fois un crime ou alors une agression sexuelle. Mais on considère aussi à l'association toute situation incestueuse. C'est-à-dire que au-delà du crime d'inceste auquel on pense directement, il y a aussi ce qu'on appelle le climat incestuel, qui vient aussi entourer l'enfant au sein de sa famille dans un rapport au corps et dans un rapport à ses limites qui n'est pas sain et clair. Donc ça peut être par exemple un enfant qui doit encore prendre sa douche. Enfin, par exemple, son parent vient dans la salle de bain alors qu'il est au-delà enfin, qu'il est presque en adolescence pendant qu'il prend sa douche. Ça peut être voilà un rapport à la nudité qui brouille en fait les limites à la propre nudité de l'enfant. Donc voilà, l'inceste, c'est évidemment le crime qu'on lui connaît, mais c'est aussi toutes ces situations où on n'apprend pas à l'enfant à poser la notion de consentement sur son corps, sur ses limites et sur ce qu'il peut voir aussi. C'est vrai qu'il y a la notion de nursing pathologique que j'ai découvert en lisant. Exactement. Oui. Donc c'est ça, c'est le fait
d'aller nettoyer par exemple les parties intimes de son enfant, soit de façon inappropriée en termes d'âge, soit de C'est ça. façon inappropriée. Exactement, c'est le nursing. Donc ça peut arriver dès la naissance de l'enfant, avec par exemple quand vous changez la couche de votre nourrisson, il y a des gestes sains et clairs à poser qui sont de le changer, de le nettoyer. Et évidemment, la limite peut vite être dépassée dès que voilà, il y a des caresses de trop ou des doigts qui doivent pas aller à certains endroits pour entrer dans le vif de l'élément. Et donc toutes ces actions qui peuvent d'ailleurs être caractérisées d'agression et évidemment voire de viol plus tard, en fonction de la gravité de l'acte. En fait, très souvent, on a constaté que ça conduit au crime. C'est-à-dire que il est quand même assez rare qu'un crime d'inceste arrive comme ça de but en blanc. Évidemment, ça existe, mais très souvent, le crime d'inceste est le résultat aussi d'une ambiance dans la famille, d'une ambiance incestuelle, d'un climat incestuel qui vient petit à petit brouiller le rapport au corps de l'enfant. Petit à petit, l'enfant ne sait plus où sont ses limites, ne sait plus si, eh bien, voir que son père voit sa petite fille de 8-9 ans toute nue sous la douche, c'est normal. Qui viennent dormir avec lui nus, c'est normal. Enfin, voilà, un rapport où l'enfant ne peut plus distinctement poser des limites. Et en fait, c'est aussi la société. Donc nous, c'est pour ça aussi qu'on milite pour la prévention et pour le livret que vous évoquez. Il est important d'enseigner aux enfants que donc dans le livret que vous évoquez, enfin dans un des livrets que vous avez évoqué, il y a par exemple de mémoire les mots gentils, les mots vilains, les secrets gentils, les secrets méchants, les gestes gentils, les gestes méchants. Je sais plus si à chaque fois c'est gentil et méchant, mais c'est d'apprendre à l'enfant que, surtout par exemple sur le sujet du secret, que tout secret n'est pas bon à garder et que certains secrets, donc non, logiquement le secret de l'inceste, par exemple, puisque très souvent l'agresseur va expliquer à l'enfant que c'est un secret entre eux, qu'en plus s'il parle, il risque d'aller en prison, mais que c'est que de l'amour entre eux. Enfin voilà, pour reprendre l'argumentaire, si on peut l'appeler comme ça, d'un agresseur. Enfin, il est important d'enseigner à cet enfant que le secret qu'il porte n'est pas un secret gentil et c'est pas le secret voilà de sa copine d'école qui est amoureuse de son voisin par exemple. C'est pas un secret d'enfant, c'est un secret grave et c'est un secret où pardon, où l'enfant doit pouvoir savoir qu'il sera écouté quand il parlera. Alors c'est vrai qu'il y a un aspect psychologique qui est assez fort. Euh, Pardon. Qu'est-ce que représente l'inceste d'un point de vue psychologique pour la D'un victime? point de vue psychologique, alors en fait, je vais vous évoquer donc certains concepts qui sont par exemple donc l'amnésie dissociative qui est faite par plus de 50, enfin par au moins, n'allons pas trop vite, 50% des victimes d'inceste. Très souvent en fait l'enfant est déjà trop jeune dans les statistiques nous montrent que c'est en grande majorité des petites filles et des petites filles entre 4 et 5 ans. Entre 4 et 5 ans, il est évident, mais je peux pousser ce raisonnement à plus tard, évidemment, dans l'âge de l'enfant, que le cerveau n'est pas en capacité de comprendre réellement ce qu'il se passe, de savoir dire non, de savoir traiter l'information face à ce qu'il se passe. Et donc face à ce qu'on pourrait appeler l'indicible, face à ce crime qu'on appelle double, face à l'inceste, puisque c'est le crime sexuel qu'on le connaît, mais c'est aussi le crime du lien familial. Parce qu'au-delà de l'atteinte sexuelle qu'est l'inceste, il y a une vraie question sur l'enfant de trahison en fait familiale et de brisure du lien. C'est-à-dire que le parent qui est le protecteur et qui est le parent qui est censé le protéger, voire l'humaniser, c'est la même personne qui vient l'agresser et le déshumaniser dans son corps en construction à 4-5 ans. Et donc, malheureusement, mais aussi enfin, du fait des choses, le cerveau ne pouvant pas traiter comme il se doit cette information et opérer un début de guérison ou opérer voilà un non clair, enfin opérer le processus de guérison, on va faire ce qu'on appelle de l'amnésie dissociative, c'est-à-dire que le cerveau va occulter, mais un peu comme ce qu'il se passe pour les grands blessés de guerre, enfin pour tous les grands traumatisés, le cerveau va simplement
traiter choisir d'effacer l'information. C'est presque un mécanisme inconscient. L'enfant ne choisit pas réellement de faire ce mécanisme, pour en fait permettre à l'enfant de survivre entre guillemets sur le court terme au sein de cette famille. Parce que sans cette amnésie dissociative, l'enfant, voilà, en pleine conscience de ce qu'il vit, aurait beaucoup plus de mal, et même pour sa propre construction, à vivre au sein de cette famille. Cette amnésie dissociative, donc, elle a des conséquences psychologiques graves, mais physiques aussi. Donc, psychologique, ça peut être, voilà, pour vous reprendre encore un chiffre, on sait qu'à peu près plus de 50% des victimes d'inceste ont fait au moins une tentative de suicide, pardon, au cours de leur vie. Ça a des conséquences aussi sur, voilà, sur le physique. Donc, ça peut toucher à la fois les maladies respiratoires, euh, même l'eczéma, le rapport au corps, évidemment la boulimie ou l'anorexie. Donc voilà, ça touche évidemment tous les pans du corps et du psychisme de l'enfant. Encore plus quand il fait de l'amnésie dissociative, puisque le corps va venir en fait enterrer et étouffer le crime vécu. Et on sait très bien que quand le corps étouffe, toutes les conséquences physiques et mentales qui peuvent en ressortir, puisque le corps a besoin d'exprimer ce qu'il a vécu. C'est vrai que ce qui est intéressant de noter, c'est les symptômes qu'on peut voir a posteriori. Donc, par exemple, il a été démontré que l'obésité, Exactement. une des origines de l'obésité, ça peut être justement le fait de créer, de faire de son corps une protection contre les autres. Et à l'inverse, c'est l'anorexie où en fait l'enfant vient, puisqu'il n'a plus aucune limite sur rien, il aura au moins la limite sur son corps. Et donc, il commence à haïr ce corps qui a pu attirer l'agresseur. Et c'est vrai que ça me rappelle un extrait du livre Triste Tigre de Neige Sino, où elle explique, donc elle est incestée, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, d'incestée par son beau-père, comme il n'y a pas de rapport au sang, ça on pourra peut-être en parler. Oui, mais il y a une autorité de fait, donc en tout cas, l'association considère que c'est de l'inceste puisqu'il y a un lien familial qui est créé. Et c'est vrai qu'il y a un paragraphe où elle explique qu'à l'adolescence, elle a tout fait pour être très désagréable à regarder. Elle avait des cheveux gras, elle mettait du gel à n'en plus pouvoir, des jeans troués. Et elle dit, il y a toujours ce regard qui se porte sur moi, comme si on savait que je le faisais avec un adulte. Et donc, elle explique comment elle mettait en place tout un tas de stratagèmes pour ne pas attirer le regard, pour se protéger du regard des hommes. Oui, pour l'avoir lu, elle l'explique extrêmement bien dans son livre. Mm. Et dans la dimension psychologique, il y a aussi l'expression on qualifie l'inceste d'un meurtre sans cadavre. Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus Oui, alors profondément? le meurtre sans cadavre, c'est donc une expression qui est couramment utilisée pour l'inceste et qui le définit extrêmement bien. Un crime qui vient toucher qui touche au plus profond l'enfant. C'est un crime qui vient toucher le moment où l'enfant est en pleine construction, où son psychisme, son corps, tout est en construction, tout est voué à se développer, à grandir. Et c'est aussi un crime donc qu'on appelle le crime du lien familial, où en fait dans sa socialisation primaire, l'enfant est cassé puisque le lien à la famille est brisé du fait de la brisure de la part de l'agresseur, du parent agresseur. Et donc on appelle ça un meurtre sans cadavre parce que aussi il a des conséquences à vie, celles qu'on a déjà évoquées, qui sont donc, le chiffre par exemple sur les tentatives de suicide, mais aussi les conséquences physiques sur le long terme que peut avoir l'inceste. Donc ce n'est pas un meurtre à proprement parler, mais dans ce qu'il pose comme conséquence, autant au court terme qu'à long terme sur l'enfant incesté, à ce titre, on peut le nommer le meurtre sans cadavre. Et puis après, il y a cette notion de parentification, parce que finalement, de parentification, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui répond finalement aux besoins et plutôt aux pulsions du parent agresseur, ou du membre de la famille agresseur. Euh,
Ça aussi, ça participe à cette dimension-là de meurtre sans cadavre. C'est ça. Je voudrais revenir sur la notion de pulsion qui est pas, exactement la bonne à utiliser puisque, on considère que le parent agresseur est un adulte, responsable, en pleine maîtrise de ses moyens et en pleine conscience de ce qu'il va imposer à l'enfant. Une pulsion a cet aspect, non contrôlable et soudain. Mmh. Un inceste, c'est presque quand on y réfléchit, c'est l'extrême inverse parce que pour qu'un agresseur puisse, enfin, il va devoir réfléchir à isoler l'enfant, commettre l'acte sans qu'il se voie au sein d'une famille, ou voilà, au sein d'une maison fermée, où tous les accès normalement sont ouverts à tous, et au-delà de ça, suite à son crime, il va devoir, imposer le silence à l'enfant et veiller à ce que le silence soit gardé. Donc ce n'est pas une pulsion à proprement parler à notre sens, puisqu'il y a tout ce mécanisme qui est mis en amont et en aval, heu, pour en fait, pouvoir commettre, cet acte d'inceste. Ouais, c'est hyper réfléchi, en fait, c'est calculé. Après, vous parlez beaucoup d'hommes, hein, parce que c'est une réalité. Statistiquement, quel est le pourcentage d'hommes qui sont agresseurs? Donc statistiquement, chiffre près, parce que les études, évoluent en permanence. De mémoire, on est à 92 des petites filles incestées et à peu près l'équivalence, d'hommes agresseurs. On est à 90-95. Ce qui nous fait dire évidemment, on a aussi en tête, hein, les pourcentages inverses que, dans la grande majorité des cas de crimes d'inceste, c'est un homme de la famille sur, une petite fille. Alors c'est vrai que, il y a des études assez précises finalement là-dessus. Un rapport de l'IFOP que vous m'avez envoyé et qui explique dans quel ordre, se situe, le lien avec, l'agresseur, donc entre le père, le grand-père, le cousin. Hem, donc c'est évidemment des gens qui ont un accès, très facile à Oui, l'enfant. et pour compléter mon propos, c'est, hem, au sein de la Civis que cette expression, se disait. C'est l'inceste, en réalité, c'est ce qu'on peut appeler un paroxysme de domination, puisque pour compléter donc les chiffres que je vous ai évoqués, c'est un homme sur une petite fille et c'est un adulte sur un enfant. Donc la petite fille, prend de plein fouet, cette double domination de son père et de l'adulte qui vient, agresser son corps de petite fille enfant. Moi, il y a une statistique qui m'a frappée parce que, du coup, il se pose la question de la judiciarisation, heu, de ces actes, quand, on le sait bien, l'enfant est entendu et cru et protégé par, au moins un adulte. Et il y a une statistique qui m'a frappée qui est, celle du nombre de poursuites en justice, en fait, hein, et du nombre de cas où les agresseurs sont condamnés. Et ça m'a surpris, mais finalement dans le bon sens. C'est que j'avais lu qu'il y avait, donc 3 cas sur 5 où les agresseurs étaient condamnés. Entre parenthèses, seulement 25 des agresseurs qui vont reconnaître leurs actes. Mais je trouvais que ça contrastait beaucoup avec, ce qu'on entend dans les plaidoyers, plutôt des groupes féministes, ou même, des groupes de soutien à la Civis, qui vont parler du fait qu'il y a seulement 2 des violeurs, qui sont condamnés. Et donc, quand je suis remontée à l'origine de ce chiffre-là, donc ça avait été une étude qui avait été menée par des sociologues et qui avait, finalement, permis d'établir cette statistique-là sur la base du nombre total de viols, pas seulement ceux qui partent, en justice. Et du coup, je trouvais que ça posait un problème de comptabilité, c'est-à-dire, déjà, est-ce que le chiffre est exact? Et de l'autre côté, c'est quel impact sur les victimes, en fait, de penser qu'il y a si peu de condamnations. Du coup, effectivement, on parle pas exactement de la même chose, c'est les viols d'un côté et l'inceste de l'autre, mais c'est quand même, des agressions sexuelles dans les 2 cas. Qu'est-ce que vous pourriez en dire de ces chiffres-là? Et
et du fait qu'on soit désespéré ou non à aller en justice. Alors, pour reprendre ces chiffres, nous, la non-judiciarisation et la non-condamnation des agresseurs, on la voit très régulièrement parce que donc ce que je vous évoquais dans un premier temps, c'est l'omerta familiale, la difficulté déjà à aller porter plainte, le fait aussi que l'enfant puisse avoir un espace d'énonciation pour parler et porter plainte. Donc compléter ce que vous évoquiez, nous on a un chiffre aussi qui est très significatif, c'est que seulement 5% des pères et 6% des mères vont porter plainte quand l'enfant parle. Donc, en réalité, on sait et on a une vraie question sur que fait-on des 90% d'enfants restants qui ne parlent pas ou qui ne sont pas protégés, enfin, ou du moins les parents ne vont pas porter plainte. Donc oui, dans les faits, on a une part infiniment minime d'agresseurs qui sont condamnés. D'accord, donc finalement, ça se transpose assez bien cette C'est ça. statistique. D'accord. Ah, c'est terrible parce que ça veut dire qu'il y a aucun parent protecteur dans ces situations-là. La réalité, d'à peu près toutes les victimes, c'est qu'on va leur dire, «Tais-toi, tu fantasmes» ou «Tu as joué à touche pipi» si c'est avec un grand cousin ou un grand frère. «Ton grand-père n'a pas pu faire ça». Enfin voilà, on fait taire l'enfant et on lui fait comprendre que ce qu'il a vécu n'a pas lieu, d'exister au niveau, de la famille et au-delà, au niveau de la justice. Et on le voit par exemple, dans l'affaire, de Le Squarneck ou encore, de Pellico. C'est des grands procès qui ont fait beaucoup de bien à la réflexion sur le sujet des violences sexuelles. Pour autant, nous, à chaque fois, on essaye de visibiliser. Pour le procès Pellico, il y a eu des violences incestueuses et Caroline, sa fille, en parle actuellement. Et pour le procès Le Squarneck, monsieur Le Squarneck a commencé ses faits de pédocriminalité par des faits incestueux sur ses nièces qui ont parlé, mais dont la mère n'a pas voulu reconnaître la parole et n'a pas voulu agir. OK. Ouais, donc les statistiques, en fait, elles sont terribles. Et après, alors du coup, si on suit un petit peu le cheminement, il y a 95% des cas qui sont abandonnés parce que finalement, il n'y a pas un seul parent sain, ou du moins aucun parent protecteur pour porter le dossier en justice. Ensuite, quand il y a dans ces 5% des cas, quand il y a un parent sain qui emmène le dossier en justice, bon, c'est une statistique que je trouve quand même assez positive. Dans 60% des cas, l'agresseur est condamné. Mais par contre, il se pose la question de comment le parent protecteur peut agir, parce qu'il y a aussi le retournement de la culpabilité. Exactement. Et nous, c'est un de nos axes de plaidoyer, c'est ce qu'on appelle donc la protection immédiate de l'enfant. Heu, plusieurs députés d'ailleurs actuellement se penchent sur la question parce que dans les faits, la justice peut protéger immédiatement un enfant. Hem, le petit détail, c'est qu'elle peut. Elle n'est pas obligée de le faire et dans la grande majorité des cas, les procureurs ne vont pas, heu réellement protéger immédiatement un enfant. Donc il y a un premier sujet de venir instaurer et de «d'obliger» entre guillemets, si on peut se permettre, les procureurs, d'appliquer, les règles de loi sur la protection immédiate des enfants et au-delà, la protection immédiate des enfants est importante puisque, dans le cas de révélation de parole, il faut que le juge puisse, placer en urgence et évidemment que cette, décision soit validée par un magistrat du siège, puisse, placer en urgence un enfant, lorsque, il y a un faisceau d'indices vraisemblables, de commission, d'inceste. Au-delà, de cette protection immédiate de l'enfant, on a aussi un vrai sujet parce que, actuellement, l'enfant n'est pas, éloigné de l'agresseur le temps de l'enquête. Le temps de l'enquête pour des faits d'inceste, c'est entre 3 et 5 ans. Donc on a un vrai problème où l'enfant est encore soumis à l'autorité parentale du parent, présumé agresseur. Autorité parentale qui a des conséquences multiples comme, voilà, le parent peut interdire à l'enfant de suivre des séances de psy, alors qu'il en aurait besoin et qu'on sait que le processus de guérison passe aussi par, un encadrement, psy. Mais autorité parentale aussi qui pousse le parent protecteur à devoir, et donc là on rentre dans la définition du délit de non représentation,
à devoir présenter l'enfant et le laisser seul avec le parent présumé agresseur au motif que voilà, il détient encore l'autorité parentale, que l'enquête est en cours et que donc comme il n'a pas été encore condamné, il doit et il peut continuer à avoir son enfant. Donc souvent c'est le temps d'un week-end puisque très souvent c'est la garde partagée qui est choisie. Et à ce titre, nous, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais voilà, on visibilise une vidéo qui sensibilise à cette réalité, qui a été réalisée par un de nos mécènes, Publicis et la Kering Foundation, où voilà, on appelle à signer une pétition en fait pour que l'enfant ne soit plus obligé de retourner seul chez son parent présumé agresseur, une fois que la parole est révélée, une fois que l'enquête est passée, et au-delà même de préserver l'enfant comme on peut l'entendre, c'est aussi préserver l'enquête, parce qu'il n'y a que dans les cas de famille qu'on oblige une personne qui a porté plainte, à une victime, à être en contact avec son présumé agresseur. Et donc même au niveau simplement de l'enquête, c'est aussi préserver l'enquête que d'isoler les parties prenantes du procès pour voilà, que l'enquête se déroule dans les meilleures conditions possibles et que le juge prononce non pas forcément le placement de l'enfant, puisque ça peut être un nouveau traumatisme que de placer un enfant, mais de demander voilà, aux parents présumés agresseurs de ne plus avoir de contact et de ne plus approcher le temps de l'enquête la victime. Et concrètement, comment un parent qui sait son enfant victime peut déclencher ça? C'est en portant plainte, en mobilisant donc l'action publique avec le procureur et en opérant donc un signalement. Et dans les faits, en combien de temps la machine se met en marche? Parce que des plaintes, ça Dans peut les faits, donc nous, on a cette moyenne de 3 à 5 ans de temps de déroulé d'enquête. Dans les faits, les procureurs et les magistrats peuvent agir rapidement quand voilà, le danger est caractérisé. d'accord, donc il y a cette notion de caractérisation du danger. C'est ça, ou de faisceaux d'indices qui rendent vraisemblable la réalité de l'enfant. Et dans les faits, dans les familles, dans les témoignages que vous avez, déjà, quel est le temps le plus court? Est-ce que c'est une question de jours? Est-ce que c'est une question de semaines à partir desquelles, l'enfant, est isolé par rapport à son agresseur? Nous, on a beaucoup de témoignages de mères protectrices qui sont tenues d'amener l'enfant à leurs parents agresseurs et sont tenues au cours de la procédure d'avoir plus ou moins de contact avec le parent présumé agresseur. Et cette question de l'inversion de la culpabilité, est-ce que vous la voyez? Est-ce que c'est un phénomène qui est majeur? Comment est-ce que vous percevez ça? Donc l'inversion de la culpabilité, on pourrait évoquer donc ce qu'on appelle le SAF, le syndrome d'aliénation parentale. Il faut savoir que le syndrome d'aliénation parentale, par une circulaire de je ne sais plus quelle année, normalement ne doit plus être enfin ne doit plus intégrer les raisonnements des procureurs et des juges. Donc voilà, on n'est plus tenu d'utiliser l'argument, enfin ils ne peuvent plus utiliser l'argumentaire, pardon, du syndrome d'aliénation parentale. Après, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est, je crois, 1 ou 2% des enfants qui mentent dans les situations d'agression sexuelle, et je crois 2 ou 3% des mères, du coup, qui mentent aussi dans le cas d'agression incestueuse sur leurs enfants. Donc face à la réalité de ces chiffres, on se doute bien que faire autant de publicité pour l'inversion de la culpabilité ou le syndrome d'aliénation parentale, c'est assez faux. Du coup, par rapport à la situation d'inceste, qu'il y a en France, votre association face à l'inceste, qu'est-ce que vous menez, comme plaidoyer, comme, action aussi pour faire modifier les lois, pour faire Oui, alors des donc l'association Face à l'inceste a été créée dans les années 2000 par notamment donc ce qu'on appelle une survivante d'inceste qui, prenant conscience de sa réalité, a simplement voulu se renseigner, chercher, trouver du soutien
Et donc en cherchant sur les prémices qui étaient Internet au début des années 2000, le mot inceste, elle n'est tombée qu'en grande majorité sur du contenu pédocriminel ou pornographique. Face à cela, donc elle a décidé de créer l'association pour, dans un premier temps, créer des espaces d'échange entre victimes pour voilà, s'apporter mutuellement du soutien, de la matière, de la réflexion. Et petit à petit aussi, par les chiffres, par les statistiques, poser la réalité de l'inceste. Donc c'est pour ça que dès le début de la création de l'association, des études, des sondages ont été faits pour pouvoir poser les réalités de l'inceste. Sondages et études qui ont résulté donc sur notre sondage Ipsos de 2023 avec ce chiffre d'un Français sur 10, mais aussi sur d'autres enquêtes comme l'enquête parents protecteurs, parents complices, qui m'a permis d'évoquer d'ailleurs le chiffre que je vous évoquais tout à l'heure, pour voir en fait, bah, enfin, mettre en lumière la réalité de l'inceste en France. Au-delà des études aussi, c'est une association donc qui se veut de plaidoyer et d'expertise. Donc elle a milité dès ses débuts pour, par exemple, réintroduire la définition de l'inceste dans le code pénal qui avait été supprimée à la Révolution française. Elle a aussi donc milité donc pour toutes les lois qu'on connaît qui ont fait avancer le droit, notamment la loi Billon sur la notion du seuil d'âge. Je pourrais vous en citer d'autres d'ailleurs, mais c'est les deux principales qui me viennent en tête. Petit à petit, l'association s'est structurée. Elle a aussi un rôle de formation et de prévention, donc qui résonne avec les éléments que je vous ai envoyés. Elle a à cœur de prévenir les situations d'inceste, donc en allant former les enfants, en allant former les professionnels à détecter les signaux d'inceste. Donc par exemple, avec les professionnels de la petite enfance ou les professeurs qui sont un des corps de métier qui opère le plus de signalements, voilà, d'aller les soutenir dans cette réalité, puisque, on le rappelle, il y a quand même 3 enfants par classe, donc il nous paraît important aussi que les professeurs qui ont accès à la parole de l'enfant puissent être formés, ainsi que donc les enfants, comme je vous l'ai évoqué. On a donc aussi un sujet de formation au niveau des personnes qui sont en capacité de recevoir la parole. Donc les professeurs, comme je vous l'évoquais, mais aussi, voilà, on a un sujet sur l'obligation de signalement avec les médecins. On a un objet aussi avec la formation des policiers, puisque les policiers et la gendarmerie demandent de plus en plus des formations et l'association intervient pour former les policiers, mais aussi par exemple des structures comme SOS Amitié, puisqu'il faut savoir que l'inceste, comme on le définissait au début de cet entretien, c'est un sujet qui est très complexe et qui est assez compliqué en réalité à comprendre, surtout quand on doit recevoir la parole d'une victime. Donc voilà, on a à cœur d'aller former le plus de personnes possible qui ont accès à cette parole. Quand on pense notamment aux professeurs, est-ce qu'il y a des signes, des premiers signes comme ça qu'on peut communiquer qui pourraient être justement des alertes pour les professeurs pour déjà se former un peu plus? Je peux vous prendre l'exemple de ce travail que fait la chanteuse Mylan, entre autres, avec d'autres structures, qui est en fait d'intervenir au sein de classes, voilà, avec une approche complètement pédagogique qui est accessible pour l'enfant, avec donc elle chante sa chanson sur le sujet, permet en fait d'apprendre à l'enfant la notion de consentement, ce qu'il peut accepter, ce qu'il ne peut pas accepter, et en fait d'évoquer le sujet de l'inceste à hauteur d'enfant. Et il Mmh. faut savoir qu'à peu près, c'est donc ce qu'on m'en a rapporté comme témoignage, euh, à la fin de toutes ces interventions, et nous on a pu le voir aussi, alors moi j'en ai pas fait directement, mais toute intervention dans les classes, à chaque fois l'enfant, euh, au moins un enfant, voire 2 ou 3, demande à la maîtresse ou à l'intervenant de lui parler en fin d'intervention, et il témoigne de ce qu'il vit à la maison. Ça Donc on ouvre a profondément conscience qu'en développant ces interventions et qu'en apprenant à l'enfant ce qu'il doit vivre, ce qu'il ne peut pas vivre et ce qu'il peut accepter, c'est aussi par là qu'on arrivera à donner à l'enfant cet espace d'énonciation qu'il n'a pas dans sa famille, et donc à pouvoir libérer la parole
Et ensuite, il en va de la société, évidemment, d'agir une fois que la parole de l'enfant est libérée. Pour ce qui est des professionnels, des formations médicales ou paramédicales, est-ce qu'il y a des éléments, voilà, pareil, des indices à donner pour des premières réflexions? Je vais peut-être vous parler des sages-femmes et de tout le corps médical qui a trait à voilà, le moment de la grossesse de la maman et le moment des premiers jours de l'enfant. On a constaté que, et assez logiquement, quand on a beaucoup de sorties d'amnésie, quand la victime devient elle-même parent ou quand elle va devenir elle-même parent. Voilà, tout au long de la grossesse, donc il y a des études d'ailleurs qui l'ont prouvé que vous pourriez retrouver. C'est une réflexion sur sa propre enfance qui peut être faite et voilà un retour sur ce qu'elle a pu vivre qui se concrétise par l'arrivée du petit enfant et le moment où en fait cette ancienne victime devient le parent, devient l'adulte et va elle-même devoir reproduire les gestes de soins pour son tout petit, gestes de soins qui peut réellement et complètement en fait la faire sortir à ce moment-là d'amnésie et lui rappeler son propre vécu dans son enfance. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'accompagnement des jeunes parents. C'est aussi une des mesures de plaidoyer qu'on porte, c'est de beaucoup plus et beaucoup mieux accompagner les mamans lors de la grossesse, mais les jeunes parents aussi quand l'enfant est arrivé. Et à ce titre-là, voilà, on est en relation aussi avec des groupes de sages-femmes qui ont elles-mêmes fait la demande d'être formées sur le sujet pour voilà, bien percevoir les signaux d'alerte et surtout, comment en fait entourer, la maman ou le parent, quand la sortie d'amnésie est faite. Enfin est faite. Elle ne se fait pas, du jour au lendemain et en une seule fois, mais quand voilà les souvenirs remontent. Ah, c'est incroyable parce qu'on connaît bien le concept de la matrescence, c'est-à-dire ce bouleversement hormonal, psychique, physique qui s'opère pendant la maternité, mais j'avais pas conscience du réveil traumatique que ça pouvait être, même si ça fait absolument sens. Mmh. C'est assez intéressant de se rendre compte que c'est très notable en fait. Puis c'est assez logique, c'est que quand on est nous-mêmes amenés à devenir parents, on a forcément un retour sur notre propre enfance et oui, ce que vous évoquiez avec, voilà les hormones, la réalité de ce qu'est une grossesse, hem ça fait totalement sens que les sorties d'amnésie ou du moins les souvenirs puissent remonter à cette période-là. Et si vous souhaitez partager, qu'est-ce qui vous a incité à rejoindre Face à l'inceste? J'ai connu d'autres violences, mais certainement pas la réalité de ce que peuvent vivre les victimes d'inceste. Et donc évidemment, il m'a fallu énormément lire, énormément me documenter, énormément comprendre ce qu'était cet inceste. Et j'ai été, je pense, comme à peu près tout auditeur qui prendra conscience de ce qu'est cette réalité, j'ai été choquée par déjà l'aspect massif de ce crime, qui est un véritable crime enfin qui est un véritable fléau de santé publique parce il touche quand même un Français sur 10, c'est 3 enfants par classe. Enfin voilà, j'ai été assez étonnée pour le dire en termes positifs que enfin que ce sujet ne soit pas que enfin là, que le gouvernement ne s'empare pas de ce sujet qui est massif et grave et puis de cette prise de conscience évidemment toute la prise de conscience secondaire sur les conséquences, sur la réalité, sur ces rapports de domination. Étant moi-même engagée aussi personnellement dans des collectifs féministes, il est assez évident qu'en fait voilà ce qui est fait à ces enfants lors de la commission des actes, voilà m'a complètement portée dans le plaidoyer et voilà et je suis très heureuse et j'ai aussi à cœur de continuer à visibiliser cette réalité à travers voilà des interventions comme avec vous et ça fait même plaisir de voir que les demandes de podcast, les demandes d'intervention média, les demandes de réflexion et de visibilisation du sujet augmentent de jour en jour
Et je pense que c'est aussi par là qu'on lèvera le tabou et qu'on brisera le silence. Mmh. Mais en tout cas, merci, Aude d'avoir participé à cet épisode. Pour la préparation, vous m'avez envoyé notamment le guide du parent protecteur qui est incroyablement bien fait. Je le conseille à tout parent qui malheureusement, entrerait dans ces démarches-là de devoir protéger son enfant, d'inceste. Mais en tout cas, il y a vraiment, je dirais quasiment toutes les étapes, par lesquelles, on doit passer et comment agir il y a des témoignages, il y a, des conseils de professionnels. Vraiment, c'est très, très riche, hein, donc je le mettrai, en lien de l'épisode. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je suis Myriam Bénis, coach parental et hypnothérapeute. J'aide les parents protecteurs à apaiser les émotions de leurs enfants après une séparation difficile. J'espère que cet épisode vous a plu, éclairé, inspiré à être une meilleure rôle modèle. Si vous souhaitez poursuivre votre engagement, vous pouvez rejoindre la communauté des parents protecteurs. Le lien est en description de l'épisode avec l'ensemble des références citées. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'être une meilleure rôle modèle, activez la cloche pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une heureuse et merveilleuse semaine.